Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Maxime Trocmé, je coordonne les travaux du Lab Recherche Environnement pour Vinci. Je voulais vous remercier de vous inscrire toujours très nombreux à ces événements et en particulier à ce webinaire. Vous rappelez que le Lab, c'est un partenariat de recherche entre Vinci et ParisTech, et en particulier avec 3 écoles d'ingénieurs de ParisTech, l'école des mines, qui travaille sur les questions d'efficacité énergétique des bâtiments, et également d'analyse de cycle de vie des bâtiments. L'école des ponts, qui travaille sur les questions de mobilité durable, y compris la dimension analyse de cycle de vie d'infrastructures de mobilité. Et puis enfin AgroParisTech, dont le domaine d'expertise est celui de la biodiversité et de l'agriculture urbaine, et qui pousse également ses travaux de recherche vers l'analyse de cycle de vie, qui est justement le sujet qui nous réunit aujourd'hui. En 2021, dans le cadre du Lab, on a émis une série de notes sur l'analyse de cycle de vie, une série de notes qui nous paraissait assez importante pour apporter notre contribution au débat, à mesure que cette méthode d'analyse de cycle de vie est de plus en plus utilisée, de plus en plus sous le feu des projecteurs. Je pense par exemple à la réglementation environnementale 2020 des bâtiments en France. Donc on a émis une série de notes sur l'analyse de cycle de vie. On a parlé par exemple d'analyse de cycle de vie dynamique. On a fait le lien entre l'analyse de cycle de vie et les énergies renouvelables. Ça, c'était le dernier webinaire, par exemple. Le lien également entre l'ACV et la biodiversité. Donc je vous invite, si ces thématiques vous intéressent, à suivre les replays des webinaires qu'on a pu enregistrer en vous connectant sur notre site labrechercheenvironnement.org. Alors aujourd'hui, on avait envie de parler de santé. Ce qui est intéressant dans l'analyse du cycle de vie, c'est que, comme son nom l'indique, on regarde les impacts aux différentes étapes de la vie d'un projet de bâtiment ou d'infrastructure. Donc par exemple, on regarde l'impact qui est généré par la construction, et on le met au regard de ce qui est généré dans le cadre de l'usage, voire de la démolition. Par exemple, un isolant, il faut probablement du CO2 pour le produire, mais pendant l'usage du bâtiment, il va avoir un impact considérablement positif sur son bilan. Donc il y a cette notion de cycle de vie, et puis il y a aussi la notion de ne pas générer de nouveaux impacts environnementaux, et donc on étudie toute une série d'impacts. Donc par exemple, évidemment, la question des émissions de gaz à effet de serre, mais on regarde aussi les consommations d'eau, la production de déchets, et puis il y a de nouveaux indicateurs qui font leur apparition dans ces méthodes, comme par exemple l'indicateur de biodiversité, et puis l'indicateur dont on va parler aujourd'hui, l'indicateur de santé. Donc la question qui se pose, c'est comment on appréhende la santé dans une méthode d'analyse du cycle de vie. Donc ça, c'est Bruno Peuportier qui dirige les recherches du Lab Recherche Environnement, qui est directeur de recherche à Mines ParisTech, qui va nous en parler. Et puis ensuite, on aura l'intervention de Alice Micolier, qui travaille chez Octopus Lab, qui est une jeune entreprise innovante spécialisée sur la qualité de l'air dans les bâtiments, et voir comment on fait le lien entre ces indicateurs globaux de santé qui sont étudiés dans l'analyse de cycle de vie, avec des impacts plus locaux qui sont les impacts générés par la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments. Donc on va commencer par la présentation de Bruno. Merci Maxime. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de faire apparaître ma présentation sur l'écran. J'espère que vous la voyez. Donc effectivement, je vais parler de la manière dont la santé est prise en compte dans les analyses de cycle de vie. C'est vrai que souvent, on ne connaît que le bilan CO2 comme indicateur qui est majoritairement pris en compte et utilisé. Et d'ailleurs, ce sera le seul indicateur dans la future réglementation qui va s'appliquer en janvier prochain avec l'énergie. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres aspects qui sont étudiés dans les analyses de cycle de vie. On a parlé de la biodiversité dans un webinaire précédent et aujourd'hui, on va parler de santé. Alors, il y a différentes échelles. Lorsqu'on parle de santé dans le secteur du bâtiment, on pense bien sûr
à ce qui se passe à l'intérieur des locaux, puisqu'on y passe 80% de notre temps, voire plus. Donc la qualité de l'air intérieur, voire la qualité de l'eau ou d'autres aspects sont des choses importantes, et Alice va nous les présenter. Il y a aussi les travaux d'un médecin, Suzanne Déhout, qui a publié plusieurs ouvrages sur ces questions-là, donc en particulier l'écologie, c'est la santé, ou habitat, qualité, santé, par exemple. Il y a aussi l'échelle du quartier, si on s'intéresse à un projet urbain avec les aspects de pollution locale ou de bruit. Mais finalement, lorsqu'on parle de santé, on va vite aborder l'échelle planétaire. Alors pourquoi? Parce que quand on construit un bâtiment, on va avoir besoin de matériaux qui vont souvent être produits ailleurs, où il va falloir aller chercher les matières premières bien loin du bâtiment ou du quartier. Et puis, lors de l'étape d'utilisation de ces bâtiments, on va avoir à produire de l'électricité et parfois de la chaleur qui va être produite assez loin également. On va traiter des déchets, il va y avoir des transports, et puis à la fin de vie, eh bien, on va traiter des déchets, les recycler assez loin du bâtiment. Donc on peut aussi importer des matériaux de loin. Et il y a toute une série de process entre, par exemple, si vous installez une fenêtre en aluminium, bien le minerai va peut-être venir du Brésil, il va être envoyé en Norvège pour fabriquer l'aluminium, qui va être ensuite envoyé en Chine pour fabriquer les profilés, etc. Et donc, il y a on est assez vite finalement amené à étudier une échelle planétaire. Alors, bien sûr, quand on va étudier différents impacts environnementaux, on va commencer par le changement climatique, et en particulier, ce changement climatique va avoir des effets sur la santé. Donc ça va être un impact important. Mais il y a d'autres indicateurs qu'on va étudier, par exemple l'émission de poussière. Donc c'est des petites particules de quelques microns. Les plus grosses vont être arrêtées au niveau de l'appareil respiratoire. En toussant, on va les évacuer. Mais si elles sont plus fines, elles finissent par atteindre les bronches ou les bronchioles, et puis encore plus fines, elles vont pénétrer jusqu'aux alvéoles. Et là, ça peut être dangereux pour la santé, en particulier si sur ces petites particules de carbone, bien, sont fixés des hydrocarbures qui peuvent avoir des effets cancérogènes, par exemple. Donc on a des indicateurs sur ces poussières de différentes tailles, et on peut en déduire des années de vie perdues à cause de ces pollutions par les poussières, donc années de vie en bonne santé, qu'on appelle en langage international les DALI. Donc c'est un indicateur qui a été élaboré par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, il y a aussi des problématiques liées à l'ozone. Donc, il y a la couche d'ozone qui nous protège de rayonnement nocif du soleil. Et donc, il y a un indicateur qui permet de quantifier cet effet au niveau des sources dans les bâtiments, ce qui peut être par exemple les installations de climatisation un peu anciennes ou des choses comme ça. Mais c'est un indicateur, je dirais, qui est de moins en moins important, puisque le protocole de Montréal a interdit les substances qui avaient le plus d'impact sur cette couche d'ozone. Par contre, il y a de l'ozone qu'on fabrique là où on respire, et donc c'est par exemple lorsqu'on circule en voiture ou qu'on a une chaufferie qui dégage des composés organiques volatiles, et bien sous l'action du soleil, ils vont se décomposer et produire de l'ozone. Donc, comme il faut du soleil, on a appelé ça le smog d'été, mais en fait, ça peut aussi se passer les hivers quand il y a des journées ensoleillées, bien entendu. Mais c'est par opposition à un autre indicateur qui concerne le smog d'hiver, où en fait, c'était lié à un épisode dans les années 50 à Londres, où il y avait eu plusieurs milliers de morts. À l'époque, on se chauffait beaucoup au bois et au charbon, et un hiver assez froid où il n'y avait pas de vent, donc les concentrations ont augmenté parce que l'air n'était plus, enfin les polluants n'étaient plus dilués. Il y avait eu pas mal de morts. Alors aujourd'hui, c'est plutôt le smog d'été qui va nous concerner parce qu'on se chauffe moins au charbon, mais il y a encore des incinérateurs de déchets, etc., qui peuvent engendrer un peu ce smog d'hiver.
Alors, sur tout ce qui est polluant toxique, on va faire appel à un modèle, souvent une référence internationale qui a été donc développée au sein du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui consiste en fait à partir d'émissions de polluants. Donc ça peut être de chaque usine de production de matériaux, ça peut être au niveau d'une chaufferie, etc. Donc on va émettre des polluants dans différents compartiments écologiques. Ça peut être dans l'air, mais ça peut être aussi des polluants dans l'eau finalement ou dans le sol. Ces polluants vont être transportés par le vent, par les rivières, par l'érosion, etc. Ils vont se dégrader par différents processus et donc on va en déduire des concentrations et en fonction de l'exposition des personnes, des risques de maladies. Alors, il y a 100 000 substances chimiques qui sont commercialisées actuellement. Ces modèles en traitent plusieurs milliers, donc il y a encore des recherches à faire pour améliorer ces modèles, mais déjà, on a les polluants les plus impactants. Et donc, on va avoir cet indicateur orienté dommage, donc les Disability Adjusted Life Years, donc c'est des années de vie en bonne santé qui seront perdues ou gagnées si on arrive à réduire ces pollutions, bien entendu. Alors, si on fait une image un petit peu globale de ce qu'évalue une analyse de cycle de vie, il y a trois grands domaines d'intérêt, c'est les ressources, la santé humaine et la biodiversité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les interactions entre plusieurs effets de pollution et ces trois grands domaines. C'est-à-dire que qu'est-ce qui agit sur la santé? Ben, il y a par exemple dans certains pays la consommation d'eau, parce que si vous consommez de l'eau en Afrique alors qu'il n'y en a pas beaucoup, eh bien ça diminuera la ressource en eau potable pour les personnes qui vont peut-être boire de l'eau moins potable et ça génère des maladies, donc il y a un impact sur la santé, mais en Europe, c'est moins le cas, bien évidemment. Ensuite, bon, il y a différents effets qui vont avoir un effet direct sur la santé, hein. Donc, j'ai parlé des poussières, de l'ozone, des substances toxiques. Il y a aussi les éléments radioactifs ou les rayonnements ionisants. Et puis, l'effet de serre, donc les tonnes de CO2 vont avoir aussi un impact en termes de canicule, de tempête ou d'inondation ou de génération de nouvelles maladies. Donc, tout ça est un peu lié. Il y a des liens aussi avec la biodiversité. Par exemple, l'ozone va aussi agir sur la biodiversité ainsi que le changement climatique, bien entendu. Alors, quelques ordres de grandeur. Vous connaissez tous le CO2, mais par exemple, 1 kg de CO2, bah, ça correspond à la fabrication d'un demi-parpaing, à peu près, hein. C'est des ordres de grandeur. Sur la biodiversité, on a donc une unité, c'est 1% d'espèces qui disparaissent sur 1 mètre carré pendant un an. Ben là, c'est 1 parpaing et demi. Et une année de vie en bonne santé, ben là, c'est beaucoup plus important, c'est 8000 tonnes de béton, hein. Donc le parpaing, ce sera peut-être quelques minutes de vie en bonne santé, par exemple, hein, voilà. Sur les isolants, un autre exemple ici, pour fabriquer 1 kg de laine de verre, de polystyrène, de laine de bois, de cellulose, eh bien, on va, sur la santé, avoir un impact en année de vie en bonne santé perdue, qui est de l'ordre de 10-5, 10-6. Et vous voyez même que la laine de bois, on a un impact négatif. Alors pourquoi? Parce qu'on va contribuer au stockage du CO2 de l'atmosphère donc dans le bois. Mais bien entendu, si on incinère ensuite la laine de bois, ben, on va réémettre ce CO2, donc on va compenser cet impact négatif en fin de vie. Donc vous voyez qu'il y a des ordres de grandeur assez différents entre les différents isolants, et il y a des isolants qui sont très peu impactants sur la santé, par exemple. Alors, un exemple d'application sur des sujets qui vous concernent sans doute plus, c'est quand on aborde l'échelle du bâtiment ou du projet urbain, qu'est-ce qui se passe? Là, donc, c'est un projet sur 5 hectares avec un certain nombre de bureaux, de logements, etc. Et donc, on a fait ce bilan en analyse de cycle de vie depuis la fabrication des matériaux jusqu'à la fin de vie, en passant par l'étape d'utilisation.
Et on arrive sur ce projet. Alors là, pour se comparer à des références, on exprime les impacts par mètre carré de surface utile et par an. Donc là, on a à peu près 1,5, 10-4 années par mètre carré et par an. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Pour le savoir, on a fait des calculs sur une vingtaine de milliers de bâtiments pour avoir des références en termes de meilleures pratiques ou d'impact maximum. Donc, on voit que ce projet, bon, il est plutôt proche des meilleures pratiques, donc c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, bah, si on veut continuer à améliorer le projet, on va essayer de voir à quoi sont dus ces impacts sur la santé, par exemple ici, mais on va s'occuper aussi des autres indicateurs, bien entendu, hein. Est-ce que c'est plutôt les produits de construction? Est-ce que c'est plutôt l'étape d'utilisation qui va donc générer ces impacts? Et puis, si on s'intéresse à l'utilisation, quels sont les procédés qui vont impacter le plus? Est-ce que c'est les transports? Est-ce que c'est l'incinération des déchets ménagers? Est-ce que c'est l'énergie, donc en termes de chauffage, de climatisation, d'eau chaude, d'électricité? Vous voyez qu'ici, il y a une répartition un petit peu, il n'y a pas un procédé qui est responsable de presque tout, mais il y a une répartition entre ces différents procédés à l'utilisation, par exemple. Si on regarde maintenant les effets, est-ce que c'est plutôt le changement climatique ou les poussières ou la toxicité qui jouent un rôle important sur les années de vie perdues? Ben, en fait, dans ce projet-là, il faut dire que c'est un projet qui est avec un réseau de chaleur chauffé à moitié au bois, moitié au gaz. Donc, c'est pas, faut pas prendre ces chiffres faut pas les généraliser à tous les projets, hein, bien entendu. Chaque projet a sa spécificité. Mais là, c'est plutôt les émissions de substances toxiques qui vont contribuer le plus aux effets sur la santé, mais quand même un petit peu le changement climatique et un petit peu aussi les poussières, les particules, donc 9% et 13% pour le changement climatique. Donc, et puis la toxicité, c'est à peu près moitié cancérigène ou non cancérigène. Alors, si on regarde les contributeurs à ces différents effets qui vont contribuer aux impacts sur la santé, donc sur l'effet de serre, on aura beaucoup la production d'électricité et puis le transport. C'est un peu évidemment encore plus vrai sur les radiations ionisantes, puisque en France, le mix de production d'électricité est majoritairement nucléaire. Mais sur la toxicité, ben là, on a une répartition un peu plus variée des sources d'impact entre les transports, les déchets, l'électricité, et puis donc l'eau, le traitement de l'eau aussi, qui va jouer un rôle, hein. Et donc, il va falloir jouer sur un ensemble d'aspects pour essayer de réduire ces impacts sur la santé. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu quelques applications pour montrer que finalement, ben, la santé, c'est pas uniquement la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments, mais c'est utile aussi de regarder, de compléter cette évaluation locale par une évaluation plus globale qui nécessite alors des méthodes qui sont internationales, hein. Donc il y a une méthode hollandaise et une méthode canadiennes, par exemple, qui sont les plus utilisées, qui sont toutes les deux basées sur des modèles internationaux de référence. Et ça nécessite une base de données qui intègre suffisamment de substances dans les inventaires. Donc, on utilise nous plutôt la base EcoInvent qui a à peu près 4000 substances, 4000 flux dans les inventaires d'émissions, hein, de différents polluants, alors que la base française, c'est plutôt 170. Donc, le calcul réglementaire n'est pour le moment pas suffisant pour vraiment aborder ces aspects de santé. C'était d'ailleurs le cas aussi pour la biodiversité. Et donc, c'est pour ça qu'on développe ces outils d'éco-conception qui vont permettre de prendre un petit peu d'avance, puisqu'au niveau européen, la norme européenne demande d'inclure ces indicateurs de toxicité dans les analyses de cycle de vie des bâtiments. Voilà, je m'arrête là. Si vous avez des questions, je pense qu'il y aura un temps un petit peu ensuite et j'arrête là ma présentation.
Merci Bruno. Je voulais juste vous rappeler qu'on posera des questions à l'issue des 2 présentations et donc vous pouvez, si vous avez des questions, les poser dans le chat et on les, transmettra aux intervenants. Maintenant, c'est au tour donc d'Alice Micolier de Octopus Lab de nous parler de qualité de l'air intérieur dans les bâtiments. Bonjour à toutes et à tous. J'imagine que c'est tout bon, vous voyez la présentation? Merci beaucoup pour la Rosa présentation. fait signe que non, apparemment, on n'a pas la présentation encore. Ah, pardon. Alors, je vais. Hop. Ah non, ça partage pas. Alors, je mets ça là. Il y a quelque chose de partagé, c'est déjà bien. Ouais. C'était pas le bon écran, mais voilà, attendez. Ah, excusez-moi. J'arrête et je remets sur l'autre. J'arrive. Voilà. Normalement, c'est tout bon. Parfait, merci. Je vous épargne le mode présentateur. Donc, bonjour, oui, mon nom est Alice Micolier, donc je travaille sur toute la recherche dans la start-up Octopus Lab, donc on développe et on commercialise des solutions logicielles qui traitent donc, qui permettent d'anticiper la pollution de l'air à l'intérieur des bâtiments en phase de conception et d'exploitation. Et puis aujourd'hui, l'idée, c'est de recentrer un peu. Donc, Bruno nous a présenté voilà, comment est-ce qu'on peut considérer et aller jusque des aspects de santé humaine en analyse de cycle de vie. Et en fait, une thématique qui est pour le moment dans une analyse de cycle de vie conventionnelle et peu ou pas du tout pris en compte, c'est finalement cette notion de qualité de l'air intérieur. Et donc, comment est-ce qu'elle peut s'intégrer à l'analyse de cycle de vie d'un bâtiment? Donc, l'idée est de discuter de ça et finalement déjà dans un premier temps comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette problématique de qualité de l'air intérieur finalement. Donc déjà les faits en fait c'est qu'on a une pollution à l'intérieur qui peut être donc en fonction bien sûr du type de bâtiment et d'où est-ce qu'il est situé, mais des bâtiments qui sont 8 fois plus pollués à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et en fait c'est un réel enjeu de santé publique parce que c'est à l'origine d'un grand nombre de décès par an dans le monde, et 67 000 rien qu'en France. Alors voilà, ça c'est le bilan et encore une fois donc après il y a tous les impacts qui soient donc comme on a vu sur la santé, qui peuvent être des maladies du sang, cardiovasculaires, des risques cancérigènes ou non, et ça peut être aussi juste des questions de performance. Alors finalement, en fait, on a depuis de nombreuses années maintenant, on parle beaucoup de la question énergétique, qui est un vrai problème. On s'en est rendu compte avec la crise pétrolière en 73, vraiment de la dépendance de nos sociétés aux énergies fossiles, et donc la performance énergétique des bâtiments, bien sûr, est vraiment un levier clé pour atteindre nos objectifs de développement durable. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis en place des nouvelles techniques constructives qui ont permis de diminuer la consommation énergétique des bâtiments. Donc, on a étanchéifié nos bâtiments, toute l'enveloppe, on a utilisé des matériaux synthétiques. Et en fait, dans le même temps, du coup, donc les échanges d'air avec l'air extérieur, qui sont en fait finalement source de dilution des pollutions qui sont émises à l'intérieur, ils se sont réduits, tandis que dans le même temps, on augmentait l'émission de substances potentiellement nocives pour la santé. Et en fait, du coup, on arrive à faire diminuer notre consommation énergétique, qui est très bien, c'est un point très important, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on a une qualité de l'air intérieur qui tend à se détériorer. Et donc, on est vraiment passé, ces changements de techniques constructives ont vraiment entraîné un transfert d'impact, en fait, finalement, sur le cycle de vie des bâtiments. Et donc, on a eu un transfert d'impact sur la pollution de l'air intérieur, qui est une problématique qui, finalement, est assez peu traitée. Et puis, comme l'a rappelé Bruno, on passe quand même en moyenne 80 ou 90% de notre temps confiné dans des espaces intérieurs. Donc, il faut vraiment arriver à trouver... le secteur de la construction connaît vraiment des profondes transformations, avec des préoccupations énergétiques et environnementales. Et en fait, il faut vraiment arriver à ne pas systématiser des pratiques constructives qui peuvent dégrader la qualité de l'air intérieur, et donc trouver cette balance pour ne pas transférer de nouveau des impacts.
Et donc, on cherche une approche globale et préventive de la santé dans le bâtiment. Et en fait, on s'est rendu compte que l'analyse de cycle de vie, c'est une méthodologie qui est vraiment ultra pertinente pour cela, parce qu'en fait, elle permet de calculer l'impact d'un matériau de construction sur son environnement intérieur et extérieur, et donc intégrer cette problématique de la qualité de l'air intérieur aux enjeux environnementaux plus globaux. On travaille donc sur le transfert d'impact sur le cycle de vie des matériaux ou de l'énergie consommée. Et donc, c'est vraiment un levier pour, en phase conception, pouvoir, ou même d'exploitation en fait, d'adresser le compromis énergie et qualité de l'air intérieur en phase d'exploitation du bâtiment. Et donc, voilà, on arrive à comparer un ensemble de solutions de conception avec des métriques communes, et donc celle de la santé humaine, comme l'a présenté Bruno. Voilà, donc la qualité de l'air intérieur, il y a une vraie pertinence à être traitée au sein de l'analyse des cycles de vie. Donc ça reprend un schéma classique où on part de l'inventaire jusque toute la chaîne d'impact en fait, et la caractérisation de l'impact des émissions qui ont été faites donc au cours de la vie d'un bâtiment et dans différents compartiments d'émissions. Donc je reviens pas là-dessus parce que c'est ce que vous expliquez Bruno déjà, mais en fait on voit bien que en phase d'usage d'un bâtiment, finalement quand nos matériaux vont relarguer des polluants, ils vont arriver dans ce compartiment d'air intérieur qui est en lien bien sûr avec le compartiment d'air extérieur. Et puis ensuite, on a ce lien avec tout le reste de la chaîne d'impact jusqu'à une problématique de santé humaine. Donc finalement, la chaîne de cause à effet qui relie une masse initiale de polluants dans un matériau jusqu'à un dommage sur la santé humaine. Donc ici, j'ai représenté celle qui est cette chaîne de cause à effet telle que décrite par Eustox. Et donc, en fait, on commence par un inventaire, donc une masse initiale d'un polluant dans un matériau, et puis finalement, qui va être il y aura une partie qui va être émise en phase d'exploitation du bâtiment. Donc, il va avoir un devenir dans l'environnement intérieur, donc il va soit il va être justement inhalé ou absorbé par une autre voie de transmission par les occupants, ou alors il va être évacué vers l'extérieur via l'aération, ou encore se sorber aux surfaces. Et puis ensuite, en fonction de ce devenir, du coup, et ce temps de résidence en intérieur, l'occupant va être plus ou moins exposé à ces polluants. Et donc, chaque polluant aura un effet cancérigène ou non cancérigène différent, et qui diffère aussi en fonction de la voie de transmission. Donc, ça peut être, comme on a dit, l'inhalation, mais ça peut être également donc, par sorption sur la peau, par exemple. Et donc, tout ça va mener à un dommage sur la santé humaine qu'on caractérise en daily. Et donc maintenant, en fait, l'idée, je vous montre juste là la perspective de cycle de vie. Donc, je reprends l'étude sur les isolants. On en a déjà vu un peu. Alors, les chiffres sont plus forcément très à jour parce que ça date un peu. Donc, l'idée, c'est pas de regarder les chiffres bruts, mais vraiment de se dire, comprendre un peu la mécanique et ce qu'on peut en tirer. Donc là, par exemple, on regarde juste la phase le dommage sur la santé humaine de la phase de production et de fin de vie de la fabrication d'un et sur 1 mètre carré d'isolant. Donc voilà, qui fait 10 cm pour du polyurethane et du polystyrène expansé et donc XPS et EPS. Et donc, on a des dommages liés aux phases de production et de fin de vie qui sont à peu près équivalentes pour les 3 isolants. Et maintenant, en fait, là, on vient ajouter le dommage qui est lié aux émissions durant la phase d'exploitation, la phase d'usage. Et donc, en fait, on voit que, par exemple, pour l'EPS, c'est tout à fait négligeable par rapport aux dommages sur la santé humaine qui provient des émissions en phase de production et de fin de vie. Par contre, c'est au moins les 2/3 pour le PU et le XPS. Ce qui est intéressant de regarder, alors pour la mousse de polyurethane, ça provient donc principalement de l'impact donc de
de l'émission de formaldéhyde et de TCPP, et donc pour le XPS de tétrafluoréthane. Et donc en fait, si maintenant on vient juste regarder un peu plus précisément, parce que donc là on regarde un impact sur un dommage sur la santé humaine, si on regarde de finalement à quel impact c'est lié, donc comme on s'y attend en fait, pour le polyuréthane en phase d'usage des matériaux, c'est un impact sur alors c'est pas très clair sur le schéma, mais c'est sur l'impact sur la toxicité humaine. Donc ici on a regroupé cancérigène et non cancérigène. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour le polystyrène extrudé, l'impact vient en fait de l'émission du ce tétrafluoroéthane qui est du HFC en fait 134, qui vous parle sûrement plus. En fait, il est émis à l'intérieur et bien sûr, ensuite il finit à l'extérieur. Soit il a été émis directement à l'extérieur, soit il a été d'abord dans le compartiment intérieur, puis par l'aération, l'ouverture des fenêtres, a fini dans le compartiment d'air extérieur. Et puis en fait, c'est un gaz à haut potentiel de réchauffement climatique. Donc en fait, on se retrouve avec un impact qui est en phase d'usage dû à l'émission des matériaux, mais qui a un impact sur le changement climatique. Voilà. Donc c'est assez intéressant à regarder. Et en fait, après, donc par exemple, on s'est amusé à augmenter l'épaisseur de ces 3 isolants, pour voir en fait donc quel serait l'impact sur le cycle de vie. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que forcément, donc quand l'épaisseur de l'isolant augmente, le dommage qui est lié aux émissions durant la phase de production et de fin de vie augmente de la même manière, de manière linéaire. Alors qu'en fait, durant la phase d'exploitation, on a des choses qui sont plus difficiles, qui peuvent être contre-intuitives. En fait, on va augmenter l'épaisseur de l'isolant, donc en fait, on va augmenter la masse initiale de polluants à l'intérieur. Mais finalement, pour certains polluants dont la diffusion est lente, ça ne veut pas dire que la masse qui sera émise sera plus importante au final. Donc en fait, c'est pour ça qu'on trouve qu'on se retrouve avec un dommage qui est donc lié aux émissions pendant la phase d'exploitation qui n'augmente pas forcément énormément pour les 2 autres types de polluants. Donc en fait, c'est juste pour montrer que les choses sont pas forcément si simples et qu'on a besoin de les quantifier. Donc voilà. Et après, ce qui est intéressant de mettre en regard, donc là on était vraiment sur le côté matériaux, production, fin de vie, phase d'usage, et d'ajouter en fait à ça la phase d'usage en termes d'énergie, donc de consommation énergétique du bâtiment. Et donc on voit que ce sont les barres bleues qui sont apparues et qui sont quand même importantes. Et qui contribuent à peu près à la moitié. Donc en fait, ce qui montre qu'on est vraiment, cette idée de compromis entre qualité d'air intérieur et consommation énergétique, en fait, est une vraie problématique, parce qu'on est dans les mêmes ordres de grandeur. Et donc après on s'est amusé à regarder par exemple avec une isolation extérieure, ce qui est assez intéressant parce qu'on va diminuer les impacts liés à la toxicité des émissions en phase d'exploitation, ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est effectivement le cas pour le polyuréthane. Par contre, pour l'XPS, par exemple, comme on avait vu, l'impact provenait du changement climatique, parce que finalement c'était pas tant un impact sur la toxicité humaine qui lui reste le même. Et par contre, on voit bien sûr une décroissance très importante du dommage qui est dû bien sûr à la consommation énergétique, plus l'isolant augmente. Et puis après, c'est pareil, on peut regarder en fonction, je ne vais pas le détailler, mais en fonction du taux de renouvellement d'air, parce qu'en fait, c'est vraiment ça, c'est le levier par excellence aussi qui est clé, et pour les performances énergétiques et pour la qualité de l'air intérieur. Et en fait, avec cette approche santé et cycle de vie, on arrive vraiment à les mettre en balance et à aller chercher l'optimum, par exemple, en termes de renouvellement d'air, qui nous permet donc de ne pas trop dégrader nos performances énergétiques, mais de garantir une qualité de l'air intérieur qui soit bonne. Et donc, on peut regarder ce que l'ajout par exemple, d'un échangeur de chaleur permet, parce qu'effectivement, on ne diminue pas les impacts liés à la toxicité humaine,
des émissions des isolants en phase d'exploitation. Par contre, on diminue fortement la charge énergétique nécessaire. Donc, voilà, l'idée, c'était vraiment de vous montrer ça, pour dire que la qualité de l'air intérieur, c'est un enjeu de santé publique, comme on l'a vu au début, et que c'est maintenant que l'analyse des cycles de vie commence à se généraliser, voire même d'être réglementaire pour les bâtiments. Mais il y a un vrai enjeu d'intégrer la pollution intérieure, parce qu'il faut à tout prix éviter de transférer les impacts, encore une fois, de consommation énergétique à pollution de l'air. Et donc, la phase conception, on le sait, est une étape importante, et pour tout le cycle de vie du bâtiment, et pour diminuer la charge environnementale d'un bâtiment, et l'analyse des cycles de vie est vraiment pertinent pour aborder cette question. Voilà. Et puis dans les perspectives, après, ça c'est des choses qui proviennent, qui sont faites en recherche, qui proviennent en partie de ma thèse, et puis sur lequel beaucoup d'autres chercheurs travaillent. Maintenant, il manque vraiment d'outils opérationnels qui permettent d'intégrer donc ça de manière conventionnelle et standard dans les analyses de cycle de vie. Voilà un peu pour cette présentation. Et puis, bien sûr, il y aura le temps d'échange. Merci beaucoup. Justement, Alice, moi j'ai une question. Tu parles de... Tu parles de l'émergence, enfin, je vous vois en noir, donc ça m'inquiète. Tu parles de l'émergence des approches d'analyse de cycle de vie en lien avec la qualité de l'air, mais est-ce qu'il y a aussi des approches... est-ce que les outils d'évaluation de la qualité de l'air intérieur des bâtiments sont déjà stabilisés, ou est-ce qu'on est encore en phase de recherche sur ce type d'outils ou ce type d'approche? Sur l'analyse de la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments? Exactement. Ouais, alors, nous, donc, chez Octopus Lab, on développe et commercialise donc un logiciel qui permet de connaître donc les concentrations des polluants en phase aérienne et gazeuse. Donc, et ça, c'est des outils qui proviennent de la recherche, et c'est un outil c'est un moteur de calcul qui a été éprouvé, comparé, validé face à des campagnes de mesure, et donc qui est opérationnel. Après, c'est un des seuls. Vraiment, et parce que en fait, la problématique de la qualité de l'air intérieur, c'est assez intéressant, mais en fait, on a plutôt parlé de qualité d'air extérieur parce qu'il y a eu des grands problèmes dans les villes, le smog justement londonien dans les années 80, donc on a parlé surtout de qualité d'air extérieur, et en fait, on est venu sur le domaine de la qualité d'air intérieur assez tardivement en termes de recherche. Et voilà, et au début, c'était vraiment une recherche qui était propre aux chimistes, comprendre l'interaction des polluants en air intérieur. Et voilà, et maintenant le domaine s'ouvre. Il y a eu beaucoup plus de porosité avec le corps de métier, vraiment bâtiment. Et du coup, maintenant, on s'ouvre vraiment à tout ce qui est aussi performance énergétique. C'est plutôt tout ce qui est, je trouve, en recherche, tout ce qui est plutôt énergétique, qui viennent aller chercher maintenant à allier ça, en fait, à combiner ça avec ces questions de qualité d'air intérieur. Ouais. Et une autre question par rapport à ces évaluations, on a énormément parlé, évidemment, ces derniers temps, des gestes barrières dans lesquels il y avait l'aération. Est-ce que dans vos approches d'évaluation de la qualité de l'air intérieur, on a aussi une dimension sanitaire qui est prise en compte? Enfin, sanitaire au sens de transmettre des microbes? Oui, c'est sûr que c'est très important. Alors nous, il y a des choses quand, par exemple, alors on travaille bien sûr en modélisant tout le système aérolique, et effectivement également la possibilité d'ouvrir les fenêtres. Et en fait, voilà, et il faut bien voir qu'effectivement, on a ce côté un peu, nous, dans les résultats qu'on présente ou quand on en discute, on essaye de bien différencier
les polluants qui auront un impact sur la santé humaine, donc comme on a vu, des impacts cancérigènes ou non cancérigènes, et puis des polluants comme le CO2, en fait, qui ont un impact, eux, qui est vraiment performance. Parce qu'effectivement, des taux très forts de CO2, alors enfin, c'est pas bon, hein, parce que ça devient irrespirable et c'est pas agréable d'être dans ces pièces, mais il faut bien garder en tête que ça n'a pas d'effet sur la santé humaine directe, alors qu'il y a des choses beaucoup plus, enfin, encore plus invisibles, entre guillemets, qui ont un effet. Et nous, du coup, on a intégré en fait le calcul du risque, de la propagation de la charge virale dans les environnements intérieurs. Parce que finalement, un virus, c'est les microbes aussi. Hein. C'est juste que c'est beaucoup plus gros qu'un virus. Mais ça se propage dans l'air intérieur au sein des particules fines. Et les particules fines, c'est un type de pollution qu'on traite aussi. Alors c'est vrai que là, dans la présentation, on traitait que de polluants gazeux, organiques. Et en fait, une grosse problématique aussi dans l'air intérieur, c'est cette pollution physique, ces particules fines. Et en fait, effectivement, donc déjà, les effets sur la santé seront pas les mêmes que la pollution gazeuse. Et effectivement, en plus, elles sont vecteurs d'hydrocarbures si elles viennent par exemple de l'extérieur et d'un moteur de voiture, mais ça peut être aussi si ça provient entre guillemets de la respiration humaine ou du fait d'avoir parlé. Elles peuvent contenir effectivement du virus, dont le SARS-CoV-2. Et ça, c'est quelque chose qu'on prend en compte désormais et qu'on modélise. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est du coup, nous, dans Indalo, le logiciel que l'on développe et que l'on vend, en fait, on va jusque cette notion de risque, en fait, d'effet sur la santé, de risque en termes de risque d'infection pour le SARS-CoV-2. On ne le fait pas pour les autres polluants encore. On n'a pas cette notion santé. On reste à la concentration des polluants. Mais par contre, c'est quelque chose qu'on fait pour le SARS-CoV-2, ouais. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était plus parlant quand même d'aller jusqu'une métrique de risque d'infection plutôt que sur une métrique de charge virale en phase aérienne ou aux surfaces. Je me pose une autre question, alors, elle s'adresse à vous deux, alors bon courage à la régie pour savoir qui il faut encadrer. En gros, là, dans ce que vous avez présenté, et en particulier la liste dans tes graphiques, on voit, tes graphiques, ils arrivent à bien mettre en perspective finalement l'impact dans le bâtiment avec l'impact qui aurait par exemple été généré par la consommation de l'énergie. Mais quelque part, l'impact de la consommation d'énergie, lui, il a un impact assez global au niveau mondial sur l'effet de serre, et donc l'effet de serre a un impact à long terme sur la santé des personnes. Donc on est vraiment sur un indicateur très global, et à contrario, avec vos travaux là, vous évaluez la qualité de l'air intérieur, donc une considération très locale. Est-ce que c'est pertinent d'additionner les deux dans vos histogrammes en fait? Est-ce qu'on n'additionne pas des choux et des carottes? Non, je pense pas parce que, alors effectivement, hein, donc comme vous vous rappelez, il y a on travaille à l'échelle de la population globale quand on parle même d'émissions dans le compartiment d'air extérieur, et puis des choses pour de la population qui sont, des occupants très très localisés. Je pense que c'est pas du tout incompatible parce qu'en fait justement, on permet juste de diminuer les incertitudes qu'on a sur ce qui se passe en air intérieur en fait. Ouais. Et c'est tout. C'est juste pour moi, je le vois comme une diminution d'incertitude à un endroit qui est clé, effectivement, parce que nous, c'est le regard qu'on veut avoir. Mais en fait, c'est quand même tout l'enjeu. L'analyse de cycle de vie, ça fait quand même plusieurs années qu'elle essaye aussi de mieux localiser les impacts. Et pour justement diminuer les incertitudes finalement. Donc, et dès qu'on essaye d'avoir des échelles un peu plus locales, forcément on regarde des choses à des échelles, on combine des échelles différentes. Mais pour moi, je vois ça comme, ça reste une combinaison et c'est pas. Mais je sais pas si Bruno a un autre avis sur la question. Oui, en fait, il y a plusieurs perspectives qui sont parfois définies dans certaines méthodes d'analyse de cycle de vie en termes de est-ce qu'on est plutôt égalitariste ou individualiste ou entre les deux. En particulier, la méthode hollandaise est basée là-dessus. Donc là, lorsqu'on additionne simplement les années de vie perdues au niveau du bâtiment et de ses occupants
Et puis au niveau planétaire, on est complètement égalitariste, c'est-à-dire que une année de vie perdue dans un autre pays vaut autant qu'une année de vie perdue de l'occupant du bâtiment qu'on est en train de concevoir. C'est une philosophie, et après, à contrario, l'individualiste pur, je ne sais pas si ça existe, dirait je ne m'occupe que de ma santé à moi, donc de ce qui se passe dans le bâtiment. Sauf que lorsque on consomme de l'énergie, on génère des gaz à effet de serre qui vont induire des canicules ou des inondations ou des tempêtes pour tout le monde. Et on risque d'en souffrir aussi. Donc c'est plus compliqué que simplement je travaille en silo juste sur ce qui se passe très localement. Voilà. Donc forcément, il y a après des intermédiaires. Donc il y a l'intermédiaire qui est appelé hiérarchiste dans cette méthode hollandaise, qui fait un petit peu un moyen terme entre ces deux extrêmes. Voilà. Et donc, la réponse, c'est que ça vous semble pertinent d'additionner ces résultats globaux avec ces résultats locaux. Moi, je pense que oui, parce que, encore une fois, même si on est plutôt individualiste, il faut bien voir qu'on est comme sur un grand bateau où le changement climatique concerne tout le monde, et donc, bon, je pense que ce ne serait pas très pertinent de mettre une pondération. J'accorde plus d'importance à la qualité de l'air local plutôt qu'aux effets globaux. Alors bien sûr, ça induit un peu une question sur les incertitudes de ces méthodes et de ces indicateurs. Mais donc c'est une des principales critiques contre cette évaluation de dommages finalement très globaux, que ce soit sur la santé ou sur la biodiversité. Et les développeurs de ces modèles internationaux scientifiques disent il vaut mieux un indicateur un peu imprécis que pas d'indicateur du tout et de rien mesurer du tout. Et je pense qu'on peut être convaincu de cet argument, et c'est pour ça que maintenant ces indicateurs sont inclus dans la norme européenne sur l'analyse de cycle de vie des bâtiments. Ok, moi j'avais une question encore pour Alice. Alice, dans ta présentation, le premier point que tu soulèves est de dire que les bâtiments, comme ils sont de plus en plus étanches, sont de plus en plus confrontés à des problématiques de qualité de l'air intérieur. Alors moi, il me semble, dans des lointains souvenirs, quand j'avais regardé ce sujet-là, que, au contraire, les promoteurs de l'étanchéité des bâtiments disaient que une bonne étanchéité à l'air combinée à un bon système de ventilation, c'est beaucoup mieux que une étanchéité à l'air moyenne où en fait finalement on contrôle pas du tout les flux et on peut avoir des problèmes de moisissure ou de choses comme ça. Donc qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, alors dans un système idéal, hein, c'est sûr qu'effectivement, dans un système idéal, on a du coup la maîtrise de l'air qui entre. Donc, on peut mettre, par exemple, des filtres pour tout ce qui est, pour par exemple, prévenir de la pollution en particules fines. Après, en fait, dans les faits, j'ai l'impression qu'on n'en est pas là quand même, et qu'il y a beaucoup de fonctionnement avec de la recirculation qui peut poser quand même des problèmes, parce que finalement, dans ces cas-là, on déplace juste la pollution d'une pièce à l'autre, et que les débits sont pas forcément suffisants. De soufflage ou d'extraction sont pas forcément suffisants pour assurer une qualité de l'air une bonne qualité de l'air intérieur. Donc voilà, les filtres s'encrassent. Qui change ces filtres? Enfin voilà, donc mais bien sûr, hein, c'était dit rapidement, et c'est à mettre à nuancer, hein, bien sûr. Mais Et justement, enfin actuellement, quelle est
la technologie dominante, par exemple en France, sur le renouvellement d'air. On est sur des ventilations mécaniques, simple flux, hydro-réglables. Ouais, il y a encore beaucoup de simples flux, je pense. Alors après, par exemple, ouais, même le parc immobilier met quand même du temps et c'est normal, hein, mais alors voilà, il y a la différence entre ce qui se construit et puis tout ce qu'il y a déjà d'existant. Nous, on travaille avec pas mal d'écoles, par exemple primaires et maternelles, qui ont des débits réglementaires à assurer. Et en fait, ce qu'on se rend compte quand même, c'est qu'on a encore de nombreuses écoles dans lesquelles on n'a aucune ventilation mécanique. Et donc, voilà, alors du coup, c'est justement des bâtiments qui ont une perméabilité à l'air qui est quand même grande souvent, parce qu'elles ont été construites avant les années 70. Mais par exemple, voilà, même s'il y a une réglementation derrière, il y a encore du chemin à faire. Donc, Oui, en complément, on a beaucoup promu l'hydro-réglable, en particulier dans la réglementation. Le problème, c'est que effectivement, si on parle d'une famille, par exemple, où les gens vont travailler ou vont à l'école dans la journée, donc il n'y a personne, donc le débit de ventilation est réduit. Ce qui peut se passer, c'est que les polluants s'accumulent dans cette période-là, puisque le taux de renouvellement d'air est très bas. Et puis les gens reviennent le soir et ils respirent tous ces polluants qui ont été accumulés pendant toute la journée avant que le système ait pu les évacuer par ce taux qui va augmenter. Donc c'est pour ça que des conceptions comme celle promue par le label Maison Passive, où on a du double flux avec à ce moment-là une bonne synthèse entre la qualité de l'air et puis les économies d'énergie, sont intéressantes, hein, et donc bon, il y aura de toute façon une technicité sur ces aspects de ventilation qui doit progresser justement sur les deux tableaux, à la fois sur la qualité de l'air et sur l'énergie. Et il y a un autre aspect, c'est que il y a de plus en plus de canicules. Alors cet été, on n'en a pas trop souffert en Île-de-France par exemple, mais il faut s'attendre à ce qu'on ait de plus en plus de canicules de plus en plus sévères. Et à ce moment-là, on peut ouvrir les fenêtres la nuit pour rafraîchir. Et comme souvent on dort, on passe plus de temps dans le logement la nuit, eh bien ça peut être intéressant à la fois pour la qualité de l'air qu'on respire et puis pour l'aspect énergétique et thermique, hein. Donc je pense qu'il y a toute une réflexion à mener en prospective sur ces différents aspects, à la fois de qualité de l'air, d'énergie et de confort et de résilience face aux canicules. On a compris que tout ça était une question de compromis. ouais, c'est Et vraiment ça. d'avoir en tête finalement ce qu'il en sort, c'est quand même aussi d'avoir des ordres de grandeur entre ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment et puis des considérations qui seraient un peu plus globales. Oui, je crois qu'il faut éviter les extrêmes, c'est-à-dire que au début de la HQE, la haute qualité environnementale, on entendait des politiques en particulier dire il faut ouvrir les fenêtres au moins 1 heure par jour. Bon, alors c'est vrai qu'avec le virus, ça peut être mais en espérant qu'on sorte de cette pandémie, c'est pas forcément 1 heure d'affilée, mais peut-être qu'il faudra avoir des systèmes de régulation qui seront plus adaptés. Et à contrario, effectivement, boucher toutes les entrées d'air, c'est pas non plus une bonne idée. Donc il y a bien le fait d'éviter les extrêmes et surtout d'éviter, par exemple, toutes les sources possibles. On a parlé de la conception du bâtiment, du choix des isolants, mais il y a aussi le comportement des habitants, le choix des meubles qui va devenir de plus en plus important, le choix des peintures. Donc c'est aussi des aspects
qu'on a étudié en thermique, puisqu'on a regardé l'influence du comportement des habitants aussi sur l'analyse de cycle de vie, mais c'est valable aussi sur la qualité de l'air. Très bien, merci à tous les deux pour ces explications qui étaient très claires et très pointues. Je voulais vous indiquer que le replay de ce webinaire serait très bientôt disponible. Vous pouvez regarder sur le site internet du lab, donc labrechercheenvironnement.org, pour également retrouver les replays qui traitaient des notes précédentes, et puis également les replays des différents événements qu'on peut organiser. Vous tenir informé également de notre actualité en nous suivant sur LinkedIn, donc, sur lesquels Rosa poste très régulièrement des informations sur l'actualité du lab. Et puis vous indiquer notre prochain grand événement, qui est l'Université du Lab, qui aura lieu chez Léonard le 30 novembre prochain, matin. Et donc on a le plaisir et l'honneur d'accueillir Xavier Huillard qui fera l'introduction de cet événement. Événement qu'on a orienté sur la question de la mesure, et donc qu'on appelle pour l'instant en nom de code construire et mesurer la performance environnementale. Merci à tous et à bientôt.